I'm going off the grid. Disappearance. Where is Hank? We have to find him! Preparation. Doc, we got a huge problem with the new product. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la watchlist de Spoilers, ici CHP et je suis avec Briac. Nouvelle watchlist, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries est consacré aujourd'hui à The Venture Bros, série d'animation diffusée sur Adult Swim et disponible en France dans le Pass Warner ou le Pass Adult Swim de Prime Video. Oui, c'est un bordel. Évacuons le sujet tout de suite, Briac. Adult Swim a connu ces derniers mois une période compliquée, voire très compliquée avec Rick and Morty. Oui, on a appris beaucoup de choses très graves au sujet du co-créateur de Rick and Morty, Justin Roiland, des histoires donc de harcèlement sexuel, des choses puis au travail, voilà. Et donc oui, effectivement, Rick and Morty, c'est sans doute la série la plus importante d'Adult Swim actuellement. Il en était le co-créateur, il est dessinateur, il réalisait l'épisode, il faisait les voix en tout cas de Rick et de Morty déjà. Et donc quand ces choses ont été révélées, alors moi par exemple étant un fan de Rick et Morty de la première heure, c'est vrai que c'est merde, purée, encore un truc qu'on aime et qui va soit être impossible à regarder, soit devoir disparaître, parce qu'il faut savoir que Rick et Morty a la particularité qu'après la saison 3 de mémoire, Adult Swim leur a commandé d'emblée 70 épisodes. Donc ça veut dire 7 saisons. Donc là, on est qu'à la saison 6 ou 5, je ne sais plus, j'ai un trou, désolé. Et donc le truc c'était merde, ils ont encore pas mal de saisons à faire, comment ça va se passer. Sauf qu'ensuite, il y a eu un article, alors je ne sais plus sur quel site, mais avec un témoignage des personnes qui travaillent sur Rick et Morty, qui expliquait qu'en fait, ça fait déjà plusieurs années que cette personne, Justin Roiland, en fait, dès la saison 2, ne faisait plus rien sur la série à part doubler, et en fait, est un mec qui partait complètement en vrille, ne voulait plus venir au boulot, faisait presque juste ça pour rencontrer des célébrités, genre pote avec Kanye West, donc ça vous donne aussi le potentiel problématique de l'ensemble. Donc en fait, ça risque, à partir du moment où ils recastent les voix, de ne pas changer grand-chose à Rick et Morty, qui est quand même principalement, du coup, apparemment l'œuvre de Dan Harmon, en tout cas au niveau du scénario. Donc après, chacun verra comment il négocie avec le fait de revoir des Rick et Morty, sachant que cette personne était impliquée. On va voir ce que ça va donner. Ce qui peut être intéressant, c'est que Rick et Morty étant une série, après je ferme la parenthèse sur Rick et Morty, mais étant une série toujours très orientée sur un aspect, on va dire, le commentaire méta, sur elle-même, ça va être intéressant de voir à quel point ils vont reconnaître le fait, tiens, il est plus là, on n'a plus la même. Alors, je pense que ça ira au-delà du juste, on n'a plus la même voix. Il va y avoir un truc, ça va forcément rentrer dans l'histoire, je pense. Enfin, dans l'histoire. Dans le récit, ça va être quelque chose qui sera inclus en tout cas. Donc, à voir. Donc, effectivement, Adult Swim. Ils ont que des séries d'animation d'ailleurs ? Non, ils ont des séries live aussi. Adult Swim, pour replacer, c'est au départ en fait, c'était le programme du soir de Cartoon Network aux États-Unis. C'était la version, c'est les choses qui passaient pour les adultes en fait. La grille un peu réservée aux adultes, et c'est devenu sa propre chaîne, son propre site. Et donc il y a plein de carrières qui se sont développées grâce à Adult Swim, Tim et Eric, des gens comme ça. Et en fait, du coup, effectivement, quand on est encore... il faudrait que je vois les dates d'Adult Swim, j'ai un trou. Mais en tout cas, au début des années 2000, c'est encore un truc qui est pas forcément ultra connu. Et justement, il y a la série qui nous intéresse aujourd'hui qui s'appelle Venture Bros, qui va naître sur cette chaîne-là. Donc Venture Bros, tu as dit, c'est une série d'animation, c'est créé par Doc Hammer et Jackson Public en 2004, et ça raconte en fait, pour vous le faire très rapidement, c'est l'histoire de la famille Venture, et donc qui vit dans une espèce de grande maison, un peu genre rétro-futuriste, avec plein de trucs de science-fiction dans leur coin, dans un coin retiré des États-Unis. Donc dans la famille, il y a Rusty Venture qui est le papa, qui a une quarantaine d'années, qui est un mec qui est un loser complet, qui se plaint de tout, qui essaie toujours d'être un séducteur, qui rate tout, qui est toujours de mauvaise humeur, qui est censé être un inventeur, parce qu'en fait, il a la particularité d'être le fils d'un très très grand inventeur, qui s'appelle Jonas Venture, sauf que lui n'arrive jamais à être à la hauteur de son père. Et en fait, on apprend aussi que lui et son père, en fait, il y avait une série qui était basée sur leur vie. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est important. Et en gros, il est pas du tout à la hauteur des espérances qu'on pouvait avoir de lui quand il était enfant, quoi. C'était vraiment un petit génie et quelqu'un que tout le monde appréciait. Il est pas du tout à ce niveau-là. Il y a Rusty, il a deux fils jumeaux qui s'appellent Hank et Dean, qui sont deux joyeux débiles qu'on va suivre pendant tous les épisodes et à qui il arrive donc plein de choses et qui sont les Venture Bros, donc du titre. Et ils sont accompagnés par Brock Samson, qui est leur garde du corps, en gros, qui est le garde du corps de Rusty et des enfants, et qui est un mec qui vient des forces spéciales, qui est ultra baraque, ultra fort, fan de Led Zeppelin, parle tout le temps de Led Zeppelin, et qui a donc parfois des accents il devient complètement psychopathe dans des moments de violence, donc on a un jeu autour de ça. En fait, pour comprendre un peu le style de la série dans ces deux premières saisons, et ça va peut-être nous parler un peu moins, en tout cas, que peut-être à certains, aux Américains, mais en gros, la série,
c'était une parodie des cartoons Hanna-Barbera. Donc il y avait Johnny Quest, les fruits volants, il y avait Scooby-Doo, voilà. Et en fait, ça parodie ce style, en particulier Johnny Quest, alors qu'il n'est jamais, je crois qu'il n'y a jamais eu en France Johnny Quest, mais qui est justement sur les aventures d'un gamin qui part aux quatre coins du monde avec son père, qui est inventeur, etc. Donc c'est une parodie en fait de ce style d'histoire. Et ça va d'abord jouer sur une espèce de décalage trash avec ce style-là et l'humour de la série, les révélations qu'on montre, puis le fait d'avoir ce personnage qui est inspiré donc d'un cartoon pour enfants qui a vieilli et qui a maintenant peut prendre la drogue, etc. ce genre de choses. Et ça reste dans ce style-là au début, c'est sympa, c'est drôle sans non plus aller très loin, mais on voit peu à peu un truc assez particulier qui s'installe au bout de quelques épisodes, c'est que la série a une vraie mémoire, c'est-à-dire que les personnages vont continuer à parler de ce qui leur est arrivé dans un épisode avant. On a des personnages qui sont introduits, qui reviennent, on a des petits éléments qui sont un peu approfondis, et donc c'est assez feuilletonnant. Et en fait, il faut replacer qu'en 2004, les séries comiques américaines d'animation, on pense aux Simpsons, on pense à Futurama, etc., jouaient assez peu là-dessus. Les Simpsons, même si on a quelques éléments un peu permanents, on oublie ce qui s'est passé dans l'épisode, à la fin, quoi. Tout retourne à la normale, entre guillemets. Et déjà, on avait cet élément qui arrivait. Et peu à peu, au fur et à mesure de la première saison et au début de la deuxième, là vraiment, ça va devenir de plus en plus ambitieux. Il y a même un assez gros twist en fin de première saison, et un twist qui reste toujours très drôle, parce qu'il arrive toujours un peu à articuler l'humour et les surprises. Et en fait, à partir surtout de la troisième, la série va vraiment prendre énormément d'ampleur, en même temps que d'ailleurs la série passe à la HD à l'époque. Et ça devient vraiment un truc assez ambitieux au niveau du feuilletonnant, avec une mythologie complexe, on révèle le monde, on a beaucoup de flashbacks sur les personnages, on va voir comment tous sont connectés souvent, on va revenir dans leur passé, etc. Et en fait, on va aussi voir que la série qui commence comme plutôt ce genre de cartoon devient vraiment une histoire de super-héros, en fait. Parce que la famille Venture est harcelée par un personnage qui s'appelle le Monarque, un maître qui se balade dans un espèce de cocon géant et qui est déguisé en papillon, qui est obsédé par les papillons, et tous ses hommes de main sont en papillon. Avec lui, il a sa copine, c'est Dr. Girlfriend, qui l'assiste. Et en fait, il est obsédé par les Venture et il essaie de les avoir, il enlève les enfants, il essaie de faire des trucs à chaque fois. C'est un super vilain. Et en fait, on va découvrir que c'est un monde où tous ces héros de cartoon et de comics existent, et on se dit comment ça marcherait. Et en fait, il y a par exemple une guilde, ça s'appelle la Guild of Calamitous Intent, qui est la guilde des super vilains, et ils ont plein de règles, c'est un syndicat, et en fait, si chaque super vilain, on lui assigne un ennemi qu'il faut aller harceler, mais t'as pas le droit de faire ça le dimanche, t'as pas le droit s'ils ont rendez-vous chez le psy, et t'as plein de règles comme ça, et en fait, t'as tout un humour qui vient de ces situations-là. Et donc, on va développer le monde au fur et à mesure. Ça devient vraiment, en fait, plutôt que juste une parodie qu'elle pouvait être sur les 2 premières saisons, devient une série de super-héros, série d'aventure, qui est comique, mais qui a vraiment des moments d'action, des moments plus sombres. Et c'est aussi un truc qui va annoncer des séries après, c'est-à-dire que on avait des moments émouvants dans les Simpsons ou dans Futurama, pour reprendre le même exemple, mais là, on va avoir des thèmes plus sombres, on va avoir des personnages en dépression, et ça va annoncer plein de choses de Archer, BoJack Horseman, Rick et Morty, etc. C'est vraiment la série qui anticipe un petit peu ce qu'on a pu voir dans ces séries-là. Ça prend de l'ampleur, ça se complexifie au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence la série, on peut se poser des questions, parfois. Il y a des petites zones d'ombre sur le concept, etc. Et ils vont vraiment, une par une, les explorer. Ils anticipent un peu les questions qu'on peut se poser. Par exemple, le fait que leur garde du corps soit quelqu'un de aussi balèze et qui aide un mec aussi nul que Rusty, ça va être, on va nous expliquer pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et donc on va revenir là-dessus à chaque fois. Pas mal de twists intéressants. Et c'est toujours très cohérent, parce que ce qui est intéressant en plus, c'est que j'ai vu que les 2 créateurs, à chaque fois qu'ils finissaient une saison, ils venaient revoir la saison. Ils allaient voir les wikis des fans et ils regardaient pour voir, ok, on a oublié ça. Ah tiens, cette saison, ok, on va s'occuper de ça. Donc c'est vrai qu'en fait, alors moi pareil, je révèle en toute honnêteté, j'ai vu 5 saisons. Il y en a 7. Oui, ça fait c'est pas 4 épisodes. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, effectivement, j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait d'incohérence. Enfin, en tout cas, ça fait un ensemble vraiment bien. Et ce qui est drôle, c'est de voir comment, par exemple, un personnage montré dans un flashback de la première saison va revenir dans la saison 5 à un moment. Ils vont faire, tiens, voilà, hop, on finit cette histoire-là, on reprend tel truc. C'est vraiment une grosse toile narrative qui est vraiment efficace. À côté, donc, l'humour, moi, me fait rire. C'est un truc qui est ultra référentiel, et parfois très très pointu au niveau de la pop culture, de la pop musique aussi. Parfois c'est des trucs très obscurs, d'autres c'est qu'il y a David Bowie joue un rôle important dans la série, sans déconner, il y a vraiment David Bowie. Alors il est pas joué par David Bowie, mais David Bowie est un personnage clé de l'univers Venture Bros. Il y a des gags très méta aussi, par exemple dans la saison 2, on a un épisode, c'est
truc genre la malédiction de la momie partie 2, mais on n'a jamais eu la partie 1. Donc tu commences l'épisode et ils sont déjà dans leur truc et tout, et il y a plein de gags là-dessus. C'est normal. Et ce qui est aussi très sympa, c'est que c'est une série qui peut être assez touchante et qui est vraiment bien écrite dans ses personnages. C'est-à-dire que des personnages qui sont introduits comme vraiment des gags ou qui pourraient être vraiment un truc qui va pas plus loin que ça, ils vont souvent les faire revenir et dévoiler un peu une dimension insoupçonnée. Et ils les creusent et au final, tu te retrouves avec des personnages qui sont vraiment tous très intéressants. Un vrai ensemble, un vrai monde. C'est pas juste la famille Venture. Il y a vraiment tout un monde qui vit autour d'eux, qui se connecte, etc. Et ça marche très très bien. Cette idée de voir donc ce monde, très monde de super-héros, mais de montrer un peu aussi le quotidien, les déceptions, les à côté, tout ce qui pourrait se passer dans ce monde-là, un peu plusieurs années avant The Boys quand même, sur un autre ton, mais on a cette idée-là, on a même par exemple deux personnages très importants qui sont les hommes de main parmi une armée du monarque. Et on vit, c'est quoi la vie pour un mec qui travaille pour un super vilain? Est-ce qu'ils ont un syndicat? Est-ce qu'ils sont assurés? Qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent le soir? Est-ce qu'ils aimeraient un jour eux aussi devenir super vilains et tout? Et donc on en suit deux comme ça et on vit leur vie. Puis comment en fait eux ils trouvent que les Venture ils sont super sympas aussi, mais enfin voilà, ça va partir là-dessus. Et donc voilà, c'est un peu et en même temps la série c'est intéressant parce qu'il y a ce côté parodie de ces séries des années 60. En même temps ça fait écho au thème parce que c'est une série aussi sur la déception puisque on a ce héros qui était très prometteur dans les années 60 et qui finalement n'a rien fait de sa vie. Et on parle des idéaux des années 60, des idéaux d'optimisme, quand on pensait qu'on pourrait aller dans l'espace très rapidement, partir sur Mars, ça n'a pas été le cas. Et c'est une série qui parle de ça, qui reprend tous ces thèmes-là à travers l'angle des super-héros, etc., qui démystifie. Et alors il y a un truc que vous allez peut-être remarquer, c'est que je vous ai dit, ça commence en 2004 et il y a 7 saisons, et ça fait pas beaucoup pour une série, donc qui a duré jusqu'à 2020. Et en fait, parfois, ils mettaient 3 à 4 ans à sortir une saison. Et la raison est simple, c'est qu'en fait, donc Public et Doc Hammer, donc que j'ai évoqué tout à l'heure, écrivent tous les épisodes ensemble. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de writer's room, ils ont tout écrit à deux depuis le tout début de la série. Alors ils disaient, c'est juste qu'ils expliquaient qu'ils étaient tellement en phase sur ce qu'ils voulaient faire qu'ils pouvaient même pas imaginer amener quelqu'un parce que le temps d'expliquer, ils disaient ah non, on perd du temps, donc ils ont tout écrit. Public réalise quasiment tous les épisodes de la série. Il fait des voix, Doc Hammer fait des voix aussi, ils font beaucoup de voix de certains personnages, et je crois même qu'un des deux travaille sur le mixage. Donc en fait, ils ont quand même comme toutes les séries d'animation américaines, il y a un studio coréen qui participe, il y a d'autres personnes, mais ils font énormément de choses, et donc en fait, comme ils avaient ce fonctionnement-là, ça a mis très longtemps donc à sortir des saisons. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que après la saison 7, on a appris en 2020 que la série était annulée par Adult Swim. Alors qu'ils avaient commandé la saison 8, et donc c'est probablement lié aussi au Covid, etc., donc il devait être à perte. Mais finalement, il y aura un film sur HBO Max pour conclure l'histoire. Et moi, alors, j'avais entendu parler, mais cité souvent par des gens sur des forums, des trucs genre... justement, quand on parle de Rick et Morty, tu devrais voir Venture Bros, c'est super, c'était bien avant, tout ça. C'était un peu la série référence, mais qui a jamais eu ce succès-là, quoi. C'était un peu le truc. Niche. Et qui est voilà, un peu niche, et qui a sans doute, celle qui a été vue par ceux qui ont fait Archer, et qui se sont dit, ah oui, tiens, on peut faire ce genre de choses, et ils ont fait Archer. Enfin, c'était un peu la petite référence. Et je me suis souvent dit qu'il fallait que je regarde, et puis là en fait elle a été postée avec le Pass Warner. On a les 2 premières saisons en France, donc ça a été l'étincelle, et donc c'est assez facile de voir le début de la série en tout cas en ce moment en France, donc c'est le moment de se mettre à Venture Bros. Combien d'épisodes par saison? Ça varie, c'est une dizaine à peu près. Une dizaine, et quel format? 20 minutes. C'est vraiment style animation comique américaine sur ce point. Donc ça se binge. On peut oser le binge. C'est ça, voilà. Mais donc le truc à retenir, c'est vraiment ce côté, au début, sympa sans plus, avec ce côté un peu basique, la parodie qui va en plus parfois pas forcément faire rire tout le monde, parce qu'il faut avoir les codes aussi de ce qui est parodie à certains moments. Alors à un moment, il y a un truc avec Scooby-Doo, je vous laisserai de regarder, c'est assez drôle si vous arrivez jusqu'à là dans la série. Mais voilà, ça prend vraiment énormément d'ampleur au bout d'un moment, et ça marche vraiment très bien. Donc une belle surprise de mon côté, j'ai vraiment beaucoup aimé Venture Bros. Merci Briac pour cette watchlist. Dans le même ordre d'idées, si vous cherchez une série d'animation qui parle de super-héros autrement, ne peut que vous recommander Invincible sur Prime Video, à qui nous avons déjà consacré une watchlist. Et si c'est d'un univers plus familial dont vous avez besoin, tournez-vous vers la géniale série Gravity Falls sur Disney+, qui partage avec The Venture Bros ce goût pour un feuilletonnant fantastique qui apparaît au fil des épisodes. Merci à toutes et à tous de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur de podcasts préféré, et à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait, et à bientôt pour de nouvelles watchlists.
bonus.